Et salut, alors dans cette vidéo, on va parler du test du Ki2. Alors là, on verra les grandes lignes de ce test, comment il fonctionne, les calculs et tout. Et dans les deux vidéos suivantes, on verra deux exemples pour les deux versions du test du Ki2. Oui, parce qu'il existe deux versions, mais on y reviendra un peu plus tard. Alors tout ce raisonnement à suivre pour le test du Ki2, vous pouvez le télécharger dans le tableau complet, donc il contient aussi les autres tests. Le lien est dans la description, et j'ai mis en jaune les deux formules qu'il faut vraiment connaître par cœur, donc celle-ci et celle-là. Alors ici, on va parler du coup du test du Ki2. Alors il faut savoir qu'on l'écrit Ki2 comme ça. Donc cette lettre-là, en fait, c'est la lettre grecque Ki, K-H-I, donc qui ressemble un peu à un X bizarre comme ça. Et le 2, c'est tout simplement au carré, en quelque sorte. Donc Ki carré, donc on appelle ça Ki2. Dans un premier temps, quand est-ce qu'on va utiliser ce test du Ki2? On peut l'utiliser dans deux cas. Soit on se demande si des données qu'on a observées, elles ont un lien entre elles ou non, ou soit si des données qu'on a observées, elles correspondent à des données qu'on aurait été censé obtenir en théorie. Donc dans ces deux cas, on va pouvoir utiliser le test du Ki2. Attention, on peut l'utiliser à la condition qu'on ait au moins dans chaque case, alors ce que j'ai appelé case, ce serait dans chaque cellule du tableau en quelque sorte, il faut au moins qu'on ait 5 éléments. Donc ça, pareil, vous verrez qu'en pratique, c'est très souvent vérifié, mais c'est très facile finalement de le vérifier. Alors maintenant qu'on sait dans quel cas on l'utilise et si on peut l'utiliser ou pas, on va rentrer dans le vif du sujet et on va dans un premier temps voir les hypothèses à poser. Alors l'hypothèse H0 ou l'hypothèse nulle, c'est tout simplement les variables sont indépendantes. Donc xxx et xxx, ce sont deux noms de variables. Par exemple, pour reprendre les exemples précédents, la couleur des yeux et aller à la boulangerie, ce sont deux choses indépendantes, donc ça ce serait H0, et H1, c'est le contraire de H0, autrement dit, la couleur des yeux et le fait d'aller à la boulangerie est lié. Donc ça, ce sont deux hypothèses qu'on pose en tout début. Ensuite, on va passer au calcul du Ki2, donc notre Ki2 calculé. Alors, je vous mets la formule ici. Il faudra l'apprendre, mais je vous propose qu'on n'en parle pas plus. On verra concrètement comment l'appliquer. Dans l'exemple, je pense que ce sera beaucoup plus parlant. Donc maintenant, là, vous êtes censé avoir votre valeur du Ki2 calculé. Alors moi, j'ai dit que cette valeur-là, du Ki2 calculé, elle était ici exactement. Donc, elle valait cette valeur-là. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est calculer le degré de liberté, le DDL. Alors pour ça, soit vous avez des lignes et des colonnes. Dans ce cas, vous faites nombre de lignes moins 1 fois nombre de colonnes moins 1. Et dans ce cas, vous aurez un degré de liberté, soit vous avez que des lignes, et dans ce cas, vous faites nombre de lignes moins 1, et vous ignorez ça. Donc ça, c'est pour obtenir le degré de liberté. Et maintenant, donc, vous allez chercher la valeur théorique du Ki2, donc moi, j'ai dit qu'elle valait ça. Et quand est-ce que vous allez rejeter H0? Alors, soit par rapport aux valeurs, si le Ki2 calculé est plus grand que le Ki2 théorique, donc là, le Ki2 calculé, en effet, il est plus grand que le Ki2 théorique, vu que là, par exemple, il vaudrait, je sais pas, 10, et là, il vaudrait 2. Donc, Ki2 calculé est plus grand que Ki2 théorique, ça veut dire que je vais rejeter H0, cette hypothèse elle est fausse, et dans ce cas je valide mon hypothèse alternative, donc finalement c'est H1 qui est vrai et H0 qui est pas vrai. Ou deuxième méthode, je regarde l'aire sous la courbe, alors l'aire sous la courbe entre plus l'infini et le Ki2 calculé, donc toute cette aire là que j'ai mis en rouge, c'est ce qu'on appelle la p-valeur. L'aire entre plus l'infini et le Ki2 théorique, c'est ce que j'ai appelé alpha ici. Donc alpha, en gros, c'est la probabilité de rejeter H0 alors qu'en fait H0 est vrai. Donc généralement, on va se fixer un alpha qui vaut 0,05, donc c'est la même chose que 5%. Hein. Et donc ça signifierait en gros qu'on a 5% de chance de rejeter H0 alors qu'en fait, H0 il est vrai. Donc du coup, si alpha égale 0,05, donc si alpha égale 5%, et ça veut dire que l'aire en jaune, elle doit représenter 5% de l'aire totale sous la courbe. Mais là, vous voyez que c'est absolument pas le cas. L'aire en jaune prend beaucoup plus que 5% de l'aire sous la courbe. Et en fait, moi, je fais souvent ça parce qu'en fait, là, ça reste un schéma. Donc là, c'est juste pour avoir une idée, en quelque sorte. Donc forcément, la valeur du Ki2 théorique et la valeur du Ki2 calculé, donc l'aire de alpha et l'aire de la p-valeur, ne seront pas forcément les bonnes. Elles seront peut-être surestimées ou sous-estimées. Mais en fait, l'essentiel, c'est vraiment d'avoir un schéma pour voir à peu près qu'une valeur est plus grande que l'autre ou l'inverse. Donc là, moi, quand je fais mes petits schémas, ils sont vraiment pas à l'échelle, mais c'est plus pour avoir une idée de ce à quoi ça ressemblait, plutôt que de vouloir représenter vraiment très très rigoureusement chaque chose. Donc finalement, moi, à travers ces graphiques-là, quand je les trace, je préfère la clarté à la rigueur, en quelque sorte. Donc là, on a notre alpha qui est ici. Et donc là, regardez, notre p-valeur, donc l'aire sous la courbe en rouge, elle est plus petite que notre R sous la courbe en jaune. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir rejeter H0 et on valide l'hypothèse alternative H1. Donc vous voyez que ces deux manières, celle-là ou celle-là, de voir les choses
viennent au même résultat, mais en fait, l'avantage, c'est que p valeur plus petit que alpha, c'est un truc commun à tous les tests. Donc en pratique, ce qui se passe, c'est que vous apprenez p valeur plus petit que alpha, et ça, vous l'apprenez pas, mais vous faites le dessin et vous le retrouvez. Alors un autre truc à dire aussi, ce qui 2 théorique, on peut aussi l'appeler le qui 2 critique. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez que la p valeur, il faut qu'elle soit plus petite que alpha. Autrement dit, si ma p-valeur, elle est là où elle est, et ben elle est plus petite que alpha, donc je rejette h0. Si maintenant, mon qui 2 calculé, il est là, donc ma p-valeur, ce sera tout ça, et donc encore une fois, elle sera plus petite que alpha, et donc je rejetterai h0. Si elle est juste là, regardez, et ben pareil, donc mon R sous la courbe, elle vaudra tout ça, et encore une fois, elle sera plus petite que alpha et je rejette H0. Si mon qui 2 calculé est juste à peine au-dessus de mon qui 2 théorique, et bien pareil, l'air sous la courbe, donc la P valeur sera plus petite que mon alpha. Mais à partir du moment où, par exemple, mon qui 2 calculé, il est là, dans ce cas, ma P valeur, donc l'air sous la courbe, ici, elle sera plus grande que le alpha, étant donné que le qui 2 calculé est de l'autre côté. Et dans ce cas, eh bien, ça veut dire qu'on va accepter cette fois-ci H0, on ne va plus le rejeter. Donc en fait, vous voyez que ce qui 2 théorique, c'est un peu la valeur critique, et si je la dépasse, eh bien ça veut dire que je vais pouvoir accepter mon hypothèse nulle. Donc ça, c'était une autre manière de voir les choses. Ensuite, j'aimerais bien qu'on parle rapidement du coefficient C de Cramer. Alors le coefficient C de Cramer, eh ben, c'est tout simplement ce calcul-là à effectuer. Donc il peut valoir toutes les valeurs entre 0 et 1, et plus il est proche de 0, plus le lien entre les données est faible, et plus il vaut 1, plus le lien entre les données est fort. Maintenant qu'on a vu ce test, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus en détail de cette courbe-là. Alors si vous tapez sur Wikipédia loi du qui 2, vous allez tomber en fait sur une courbe comme ça. En fait, c'est pas une courbe, mais ce sont des courbes. Regardez, on a la verte, la jaune, la bleue, etc. Alors il faut faire bien attention à un truc, c'est que le test du qui 2, il va se baser donc sur une courbe qui est la courbe du qui 2. Alors on dit aussi que c'est la loi du qui 2, hein, mais il faut faire attention à ça parce qu'en fait il y a des tests qui vont se baser sur des lois qui ne portent pas leur nom. On verra notamment dans les vidéos suivantes qu'on a certains tests qui se basent sur la loi normale, mais en fait ils ne s'appellent pas test de la loi normale. Donc il faut faire un petit peu attention à ça, mais globalement voilà, retenez que dans le cadre du test du qui 2, on se base sur la loi du qui 2 ou sur la courbe du qui 2. Et en fait, pourquoi on obtient plusieurs courbes? Et ben, un peu comme la loi normale, il existe plein de versions en quelque sorte de la courbe du qui 2. Toutes ces versions, elles ont un point commun, c'est que leur R sous la courbe, elle vaut toujours 1. Donc vous voyez par exemple la courbe jaune ici, son R sous la courbe, elle vaudra 1. La courbe bleue par exemple ici, son R sous la courbe, elle vaudra 1, etc. etc. Et donc cette loi du qui 2, la courbe du qui 2 en fait, enfin les lois du qui 2, ce sont des densités de probabilité. Pourquoi? Parce que à chaque fois, l'air sous la courbe, elle vaut toujours 1. Et donc c'est ça qui est cool, c'est que quand vous calculez la p-valeur et alpha, et ben la p-valeur ce sera toujours une valeur entre 0 et 1, et alpha ce sera toujours une valeur entre 0 et 1. Et donc, étant donné que c'est entre 0 et 1, on peut convertir en pourcentage, donc ça nous donne des valeurs entre 0 et 100%. Donc c'est ça qui est trop bien. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est donc pourquoi est-ce qu'on a plusieurs courbes? Et ben un peu comme pour la loi normale, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, et ben on a des paramètres qui rentrent en compte. En l'occurrence, on n'a qu'un seul paramètre qui rentre en compte, et ce paramètre, c'est le degré de liberté. En fonction du degré de liberté, la forme de la courbe n'est pas la même. Et donc, regardez, moi ici, j'ai dessiné cette courbe comme ça. Alors, j'aurais dessiné celle qui ressemble à la bleue foncée ici, là. Mais vous voyez qu'elle ressemble pas forcément à ça. Et elle peut ressembler aussi à ça. Donc, ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est qu'elle ressemble pas que à ça. La courbe du qui 2, elle ressemble à tout ça. Donc, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est tout simplement qu'elle est très forte quand elle est proche du début et elle est très faible quand elle est proche de la fin. Et donc justement, pour mieux appréhender cette courbe, je vous propose qu'on se retrouve sur Desmos, comme ça on va pouvoir un petit peu la manipuler. Alors nous voilà sur Desmos, on va appréhender cette courbe du qui 2. Alors là j'ai mis la fonction qui correspond au qui 2, donc bien sûr vous ne devez pas la connaître, hein. Je l'ai juste mis pour que vous puissiez la visualiser. Juste là j'ai mis 99 puissance 99, etc. En fait normalement c'est infini, mais comme Desmos propose pas l'infini, j'ai mis un nombre très grand à la place et ça approxime très bien l'infini. Donc pour ça, on a un paramètre de notre fonction qui est k, et k c'est notre
degré de liberté. Alors regardez, si j'augmente k par exemple, et ben vous voyez, on a quelque chose comme ça, et si je le diminue, on a quelque chose comme ça. Alors remarquez que dans les valeurs négatives, donc par exemple ici, la courbe, enfin voilà, fait un peu n'importe quoi, donc je vous propose qu'on se focalise pas sur les valeurs négatives. Dans tous les cas, le test du Ki 2, il fonctionne que entre 0 et plus l'infini, enfin on regarde juste l'air sous la courbe entre 0 et l'infini. Donc regardez, si mon k, donc il sera jamais égal à 0, par exemple il est égal à 1, donc ce sont toujours des valeurs entières d'ailleurs, donc je vais mettre un pas de valeur 1 comme ça. Donc regardez, quand notre k il est égal à 1, on a quelque chose comme ça, donc vous voyez que ça ressemble un peu à une fonction 1 sur x. Maintenant si je mets k égale 2, vous voyez que notre fonction elle s'aplatit. En fait elle s'aplatit de plus en plus, et si j'enlève mon pas, on remarque que cette fonction elle a tendance à s'aplatir de plus en plus. Et une fois qu'elle est au-dessus de 2, elle s'accroche à 0, ici elle s'accroche à cette valeur-là, et après son sommet va se décaler petit à petit vers la droite, elle va s'aplatir en quelque sorte, vous voyez, et elle décale en quelque sorte son aplatissement vers la droite. Donc si je mets un pas qui va jusqu'à par exemple 100, je dis n'importe quoi, et ben vous voyez que là ça continue de se décaler sur la droite, et elle s'étale de plus en plus. Voilà, donc ce qu'il faut retenir c'est plutôt sa forme globale, entre 0 et 10 je dirais. Après, ça semble toujours la même chose, et c'est toujours une valeur entière, le degré de liberté. Donc vous savez qu'au début, ça fait une fonction 1 sur x, et petit à petit, ça s'aplatit jusqu'à s'accrocher à 0, et ensuite, elle décale son sommet vers l'infini, et elle s'étale de plus en plus. Voilà, donc ça nous permet de mieux comprendre toutes les courbes qu'on a vues. Et si vous voulez vous faire votre propre test, je vous mets le lien vers Desmos dans la description et vous pourrez vous-même modifier la valeur du degré de liberté. Voilà, donc ça vous permet de mieux comprendre cette image qui est issue du Wikipédia. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de l'image et son auteur dans la description. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris toute cette introduction au test du Ki 2. Bien sûr, on fera des exemples dans les vidéos suivantes. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez le laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la vidéo suivante pour faire l'exemple du test du Ki 2. Du coup, à tout de suite.